Merci. Donc je serai assez rapide. Là, j'ai une seule slide. Donc à chaque fois, je ferai une petite introduction pour rappeler les éléments issus de la prospective. Et là, je vais rappeler l'importance de la prophylaxie dans les scénarios de prospective. Et donc, il y a l'idée dans ces scénarios qu'il faut vraiment repenser le rôle de l'épidémiosurveillance par rapport au système de culture si on veut mettre en place ces systèmes sans pesticides chimiques. Et donc l'idée, bon, j'ai déjà dit dans la présentation, l'idée c'est de basculer finalement une épidémiosurveillance qui est souvent centrée sur le contrôle des bioagresseurs vers des systèmes qui sont de suivi, qui sont plus larges dans le temps et dans l'espace et qui viseraient à anticiper finalement les dynamiques de population des bioagresseurs et puis aussi à mesurer d'autres éléments de l'environnement. Alors je vais être assez rapide, mais je vais présenter des éléments qui sont liés aux trois scénarios. Donc dans le tableau, vous avez les trois scénarios, en fait, ces trois grandes hypothèses qui concernent les systèmes de culture: renforcer l'immunité des plantes, gérer l'holobionte, concevoir des paysages complexes et diversifiés. Et quand on regarde finalement l'objectif du suivi d'un suivi dans le premier scénario qui viserait à renforcer l'immunité, ça serait de mesurer régulièrement et quasiment en temps réel l'état immunitaire et physiologique de la plante cultivée et aussi quelques éléments de l'environnement biotique et abiotique. Et donc ça permettrait de suivre la santé de la plante et d'agir de manière très ponctuelle quand c'est nécessaire. Dans la deuxième hypothèse, gérer l'holobionte des plantes cultivées. Donc là, il y a un enjeu finalement à bien connaître l'état de cette holobionte et notamment à travers un suivi des communautés microbiennes et de leurs relations avec la plante cultivée. Et donc pour ça, il faudrait notamment avoir des outils et des indicateurs, des fonctions qui sont réalisées par le microbiote et notamment le microbiote pour gérer en fait les situations qui se présentent et essayer de transformer ou de faire évoluer le microbiome dans le sens de favoriser les interactions avec la plante cultivée. Dans la troisième hypothèse, concevoir des paysages complexes et diversifiés. Là, on cherche à avoir des suivis, un outil de suivi des régulations biologiques et de leurs effets sur les récoltes et la biodiversité. Donc là, on veut aussi anticiper les effets potentiels sur les récoltes, les dommages, les pertes, et aussi regarder comment les pratiques ont des effets sur la biodiversité, et notamment sur les régulations biologiques qui peuvent s'exercer à l'échelle des paysages. Et donc là, il y a un ensemble d'outils que je ne vais pas plus détailler que ça ici. Juste pour finir, un élément important, c'est de dire que tous ces outils de suivi, ils sont cohérents à chaque fois avec des approches et des manières de penser le système de culture et sa transformation, et notamment des éléments temporels. Mieux penser la succession. Enfin, les outils doivent servir, par exemple, dans le scénario 1, à penser la succession des cultures et les pratiques culturelles. Dans le scénario 2, à développer une approche systémique et historique, c'est-à-dire pour regarder aussi comment évoluent ces interactions entre microbiome et plantes. Et puis dans le scénario 3, avoir une approche systémique et adaptative, c'est-à-dire le scénario 3 est vraiment lié au contexte général du paysage et donc à s'adapter aux transformations aussi de ce paysage. Je vous remercie et donc je passe la parole au premier intervenant. Merci Olivier. Eh bien, effectivement, nous allons accueillir nos deux premiers intervenants des projets PPR, Claire Nedelec et Samuel Soubéran. Projet Beyond, et donc nous allons voir comment ce projet est en train d'alimenter cette voie vers la prophylaxie et la prévention. Donc la parole est à vous. Voilà, un des objectifs du projet Beyond est de mobiliser davantage de connaissances, de données, d'outils pour concevoir une surveillance étendue de la santé des plantes et ainsi mieux cibler les mesures de prévention, de contrôle. Et alors dans le projet Beyond, on mobilise sur le plan méthodologique de nombreuses approches, les systèmes d'information géographique online, le traitement automatique
du langage naturel, les images satellitaires, etc. Ça va jusqu'aux outils de diagnostic, bien sûr, les générateurs stochastiques de climat, la connectivité aérienne, les décisions en situation d'incertitude, etc. Et alors, juste pour l'exposé final de la journée d'hier, où il était fait mention que l'IA n'apparaissait pas beaucoup dans les projets, en fait, effectivement, c'est un des projets où l'IA est en particulier prégnante. Et alors, dans cet exposé, on va essentiellement se focaliser sur le traitement automatique du langage naturel et les connectivités aériennes. Et je passe la parole pour le premier thème à Claire. Ça fonctionne. Donc, traitement automatique de la langue, donc les mots. On fait face aujourd'hui à une croissance très très importante des documents dans lesquels on va trouver des informations utiles pour cette surveillance, cette prophylaxie. Et ces documents sont très variés, ce sont des rapports, des news, des articles scientifiques ou généraux. Et ils sont de plus en plus complexes. Parallèlement à ça, évidemment, on a un besoin de plus en plus important de rapidité dans l'identification des informations importantes dans ces documents, pouvoir les sélectionner de façon très précise. Mais on a aussi un besoin de synthèse, de connaissances plus générales. Donc, dans ce projet, nous développons des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle qui permettent de cibler l'information et aussi de passer à l'échelle par rapport à la quantité. Alors, sur la partie recherche de ce projet, nous nous sommes concentrés plutôt sur les aspects d'extraction d'informations structurées et ciblées à partir donc, de traitements automatiques de la langue, donc NLP en anglais, Natural Language Processing. Nous avons identifié deux besoins particuliers. Tout d'abord, l'extraction d'observations, l'extraction d'occurrences de phénomènes, par exemple un pathogène sur une plante hôte donnée, causant une maladie donnée dans un lieu, une date. On appelle ça, nous, la reconnaissance d'entités nommées, l'extraction de relations, qui permet donc de structurer cette description en langue naturelle dans une forme qui va être utilisable, manipulable par des machines et du coup par des algorithmes ensuite de modélisation épidémiologique ou autre. Deuxième cible de notre travail, l'extraction de connaissances. Donc cette fois, il s'agit d'extraire des connaissances plus générales, qu'elles soient nouvelles, non consensuelles ou éventuellement rares, comme le rôle d'un insecte vecteur dans la propagation d'une maladie. Et ça se fait comme la première étape avec la collecte systématique de documents qui sont éventuellement multilingues, qui sont éventuellement isolés, et d'où on va extraire ces connaissances et les formaliser sous forme de graphes de connaissances, là encore une fois manipulables. Tout ça ne sera utilisable que si c'est intégré avec d'autres sources de connaissances dans un système complètement interopérable. Et là encore, nous reposons sur des technologies d'intelligence artificielle qui relèvent plutôt cette fois du web sémantique. Donc je reviens à l'ensemble du schéma, que vous compreniez bien où se situe cette extraction d'informations. Donc tout ceci est partiellement implémenté dans le cadre de la plateforme d'épidémiologie surveillance. Première étape, collecter, structurer, traduire les documents. Donc à partir de sources ici du web, on va récupérer des documents dans différents formats, PDF, HTML, etc. Vous en avez ici un exemple d'une occurrence de Xylella en Italie, à Castellagrotte. Ces documents-là sont ensuite structurés de manière à éliminer les parties qui ne sont pas pertinentes, les publicités, etc., ce qui n'est pas une tâche forcément simple. Et la dernière étape donc, consiste à traduire ces documents qui sont multilingues en anglais, qui ici va être notre langue pivot. Deuxième étape, filtrer, résumer et classer ces deux documents. Donc une fois qu'on les a obtenus, on va éliminer ceux qui ne sont pas pertinents. Ceci avec de l'apprentissage supervisé, dans l'apprentissage automatique. C'est l'approche classique. Et ensuite, les résumer pour en faciliter la lecture par les opérateurs de la plateforme. Parallèlement, on va classer ces documents, les dédoublonner, parce qu'on va avoir des choses évidemment en double, par exemple des documents venant de dépêches AFP, et puis les classer par thème. Donc notre document initial, là, se retrouve dans la catégorie Xylella. Et dernier élément, donc c'est celui que j'ai présenté initialement, celui de l'extraction d'informations, va consister cette fois à extraire donc les éléments pertinents du texte, à les relier entre eux, et puis à les normaliser, à les standardiser par rapport à des référentiels, comme par exemple des taxonomies, des référentiels géographiques, géocoding, ou des ontologies, etc.
Donc on va obtenir ce genre de représentation-là, où on va avoir une relation ici entre Xylella et un lieu particulier. Ensuite, on va agréger ces informations, puisqu'on l'a dit, peuvent être répétées plusieurs fois, de manière à ce qu'ensuite elles puissent être intégrées dans le système d'information général et ensuite être exploitées par différents moyens d'interrogation sémantique. Donc, si on se focalise brièvement sur l'extraction, la normalisation, ce qui a été développé, c'est un ensemble de méthodes qui traitent les différents problèmes à partir d'apprentissage profond et d'apprentissage few-shot, c'est-à-dire qu'ils utilisent très peu d'exemples en conservant une bonne efficacité. Le liage des entités et des informations au graphe est évidemment crucial et là aussi pose des problèmes de recherche complexes que nous abordons par de l'apprentissage profond. Et nous évaluons l'ensemble de ces résultats grâce à un corpus à noter qui s'appelle HipHop, qui a été le résultat d'un gros effort des experts de la plateforme, qui permet également d'entraîner, d'améliorer les algorithmes d'apprentissage qui sont utilisés. Bon, c'est une collaboration pluridisciplinaire dans Beyond. Je ne vais pas nommer toutes les personnes, donc, notamment de Maillage, FIM et la plateforme ESV. Brièvement, vous avez un exemple ici à droite d'un document dans lequel on mentionne que Xylella a été trouvé dans les rainures de pneus de voitures qui circulent sur la route entre Bari et Lecce. Et donc là, je n'ai pas le temps de détailler, mais l'idée générale est que le système global, donc cette intégration d'informations, permet d'identifier que la route de Lecce à Bari était bien connue comme un endroit où on avait identifié les occurrences, mais ce document, pour la première fois, identifie que ce sont les pneus des voitures qui sont des moyens de transport et normalise, généralise ces pneus de voiture en un équipement de transport. Voilà, donc c'est ce cadre général d'intelligence artificielle qui permet de raisonner de cette façon et d'identifier ce qui est nouveau. Alors, ceci est un travail qui est en cours et qui n'est pas encore abouti. C'est un exemple. Donc, pour conclure sur cette partie-là, on espère dans la suite du projet donc, contribuer directement aux historiques d'occurrence et venir nourrir les ensembles de données structurées qu'on a déjà, cette fois grâce aux documents. On espère documenter des nouvelles associations entre des espèces qu'on n'avait pas identifiées comme vulnérables, donc des espèces de plantes, ou des zones géographiques nouvellement touchées et suivre l'apparition de nouvelles touches, de nouvelles voies d'introduction par des vecteurs, etc. Donc là, à un niveau, on va dire, plus de connaissances scientifiques. Et globalement, donc, contribuer à une prédiction, une réponse plus rapide, notamment en identifiant des signaux faibles, c'est-à-dire des documents qui vont être uniques et dont on ne va pas baser l'identification sur la fréquence des événements qu'on aurait pu identifier. Donc vous avez ici à droite simplement l'exemple de la croissance du nombre de documents donc, qui deviennent intraitables évidemment par des opérateurs humains assez rapidement et donc qui illustre la nécessité de développer ce genre d'outils automatiques comme assistance à la veille. Je vais passer la parole à Samuel pour la suite. Ok. Alors, en 5 minutes alors. Donc, un des objectifs de Beyond, c'est de fournir des connaissances, des outils qui peuvent ensuite être intégrés à des OAD. Et alors, quand on pense à l'OAD agricole standard, c'est une OAD qui, par exemple, part des variables météorologiques pour décrire, grâce à des modèles typiquement, quel que soit leur formalisme, le développement phénologique d'une plante, d'un ravageur, d'un auxiliaire, etc. Ça nous permet de définir des niveaux de risque qui ensuite sont utilisés pour mettre en place des mesures de contrôle du risque. Alors quand je dis contrôle du risque, ça peut être éventuellement des choses préventives ou des choses curatives. Et en fait, il y a de plus en plus dans ces OAD l'introduction de données de surveillance qui alimentent soit le modèle du développement phénologique, soit directement le niveau de risque en étant hybridé éventuellement à un modèle du développement phénologique. Mais quand on a le niveau de risque, d'accord, c'est une évaluation du niveau de risque, ça peut aussi déclencher des actions de surveillance, on appelle ça la surveillance basée sur le risque. Et après de la surveillance basée sur le risque, on peut éventuellement, si c'est pertinent, mettre en œuvre des mesures de contrôle.
Là, vous voyez que la météo, en général, dans ces OAD, est essentiellement une météo locale, mais en fait, l'effet de la météorologie peut aller au-delà du niveau local. Et là, on a un exemple avec une noctuelle qui a causé pas mal de ravages, notamment en 2023 et puis cette année également sur la Vendée, dans le sud-est de la France. Donc voilà, c'est cette information-là qui est donnée que ce papillon serait venu d'Afrique du Nord avec le sirocco à la fin du mois de juin, entre le 21 juin et le 25 juin. D'accord. Donc là, typiquement, on aurait un cas où la météorologie à distance cause un effet sur ce qui se passe localement. Et donc nous, dans le projet Beyond, on a beaucoup travaillé sur les aspects mouvement des masses d'air, et on a développé notamment une application qui s'appelle TropoLink, qui permet d'intégrer éventuellement à des OAD ces mouvements des masses d'air, les connectivités que les mouvements des masses d'air génèrent, les connectivités spatiales qu'elles génèrent, pour affiner l'évaluation du niveau de risque. Et je vais vous parler un petit peu de cette application. Donc c'est une application web, d'accord. Donc tout se fait en cliquant, en rentrant des données, etc. Et c'est une application qui qui intègre un logiciel comme eSplit, des données qui sont fournies par la NOAA, etc. Et qui permet de générer des très grands nombres de trajectoires. Et quand je dis très grand nombre, c'est des millions de trajectoires ou des dizaines de millions de trajectoires entre sites et de calculer les connectivités entre ces sites. Et alors là, par exemple, vous avez un exemple sur nord de l'Afrique, Moyen-Orient, Europe, avec un tas de trajectoires. Et puis, à partir de ces trajectoires, on calcule des connectivités. Et quand on a, par exemple, la distribution une noctuelle également, Spodoptera frugiperda, qui est entrée en Europe l'année dernière, on peut calculer à partir de sa distribution présente les zones à risque. D'accord. Et alors, on a plein d'autres exemples. Alors, il y a le cas de l'ESFY, là, causé par un phytoplasme transmis par un psylle, qui, lui, fait des allers-retours annuellement entre les forêts de conifères et les zones de production de prunus. C'est sur les prunus que le vecteur amène le phytoplasme. Et en fait, on peut essayer d'utiliser TropoLink pour déterminer, pour un bassin de production donné, quelles sont les zones de conifères les plus connectées, et donc mettre en œuvre des actions de surveillance, alors soit pour faire de la dynamique de population, de la génétique de population, ou pour monter des systèmes d'alerte. Un autre exemple, c'est celui de la rouille noire du blé. Donc là, c'est la thèse, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est la thèse de Margot Darnis, ici la thèse d'Andrea Radici. Vous avez sur l'image du haut une carte des zones de production de blé. Et sur la carte du bas ou le graphe à gauche, là en bas à gauche, on est capable de mesurer les connectivités entre les zones géographiques de production du blé via les mouvements des masses d'air. Et à partir de là, en fait, on est capable, donc c'est la carte que vous voyez à droite, de définir un réseau minimal de surveillance pour, par exemple ici, surveiller de manière optimale, quantifier de manière optimale le niveau de maladie à l'échelle mondiale. On peut aussi construire de tels réseaux pour essayer de faire de la détection précoce ou de choses comme ça. Alors voilà, on est en train de travailler sur d'autres exemples. Alors il y avait justement l'exemple que j'ai évoqué auparavant là sur la Vendée avec la dispersion potentielle de la noctuelle Helicoverpa armigera depuis éventuellement, si l'hypothèse se confirme, l'Afrique du Nord vers le sud-est de la France. On travaille également sur les zones à risque de propagation de la rouille orangée de la canne à sucre, ça plutôt à l'échelle mondiale. On peut utiliser ces outils aussi pour faire de la surveillance en santé animale. Alors là, vous avez un exemple avec le Blue Tongue Virus. Pour conclure, dans le projet Beyond, alors là, on n'a présenté qu'une toute partie du projet Beyond, mais on mobilise différentes disciplines, sciences de la vie, mathématiques, informatique, sciences sociales, etc., pour approfondir la connaissance sur la propagation des organismes vivants, et ce, pour mieux anticiper les épidémies, mieux les surveiller et, in fine, mieux les gérer. Mais en fait, ce que l'on fait, ça contribue à un plan plus ambitieux qu'on appelle la surveillance intégrée de la santé, où l'idée, c'est d'anticiper, surveiller, coopérer dans un cadre One Health. Et je vous invite à lire les publications du projet pour en savoir plus. Merci Samuel. Pour ce premier projet, on va passer au second qui est sur ce thème-là,
avec Philippe Lucas, chercheur INRAE, qui arrive et qui va nous parler du projet Ferrosensor sur la détection des ravageurs, des bioagresseurs au terrain, et qui va nous présenter ce qu'on fait de mieux en termes de détection à l'heure actuelle. Oui, merci Thibaut. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter très rapidement Ferrosensor et voilà, un nouveau paradigme de détection précoce d'insectes ravageurs au champ. Ah super, ça marche. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que les insectes sont des ravageurs majeurs de nombreuses cultures et qu'actuellement, finalement, malheureusement, on est obligé encore de... Enfin, on passe encore essentiellement par une lutte par pesticides chimiques. Et je vais vous donner deux chiffres quand même pour vous indiquer l'importance de ces insectes ravageurs. Directement ou indirectement, on a entendu juste à l'instant que les insectes étaient des vecteurs de maladies. Eh bien, voilà, directement ou indirectement, les insectes sont responsables d'un tiers de perte des récoltes, pratiquement un tiers de perte des récoltes mondiales. Et puis, on est dans un contexte de changement climatique, d'intensification des échanges commerciaux. Et ça, évidemment, c'est désastreux d'un point de vue dispersion d'insectes ravageurs des cultures. Et là encore, le coût à la fois écologique et économique est énorme et ça se chiffre en dizaines, voire centaines de milliards de dollars par an. Alors, on veut se passer de pesticides chimiques et la meilleure façon pour ça, c'est de faire une détection très précoce des insectes ravageurs. Ça, c'est un défi fondamental. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre en place des actions qui sont optimales avant que l'infestation soit installée. Parce que là, sinon, ça devient très, très compliqué à gérer. Et ça permet à ce moment-là de mettre en place des stratégies de biocontrôle qui soient ciblées. Alors, les insectes, ils ont comme caractéristique, entre autres, d'avoir une olfaction extrêmement développée, qui est fondamentale dans tout un tas de leurs comportements, de localisation de ressources, d'acceptation de ressources, mais également d'accouplement et de reproduction. Et en particulier dans ces communications qui sont intraspécifiques et qui passent par des médiateurs chimiques qu'on appelle les phéromones, eh bien, on a une communication par des composés vraiment ultra spécifiques. Merci. Et finalement, Ferrosensor, il est basé sur un concept très simple, mais quand même très ambitieux. Le concept, c'est que finalement, ces signaux phéromonaux, c'est des très bons indicateurs de la présence d'une espèce d'insecte donnée. Et l'autre concept, c'est que la détection de ces phéromones chez les insectes passe par des récepteurs ultra sensibles et spécifiques. Alors c'est ambitieux parce que chercher à faire des capteurs de ces molécules, c'est chercher à détecter des composés qui sont très très dilués dans l'environnement. Mais bon, on s'est quand même attelé à cela dans Ferrosensor et on a conçu, fabriquer, caractériser et optimiser des capteurs bio-inspirés qui sont basés sur ces récepteurs phéromonaux d'insectes pour la surveillance précoce d'insectes ravageurs des cultures. Alors, l'utilisation des phéromones pour l'épidémiosurveillance, ce n'est pas un concept nouveau, ça existe depuis des dizaines d'années, mais le principe général, c'est de piéger des insectes avec des pièges qui contiennent un diffuseur. Pardon. Donc, pièges phéromonaux qui contiennent des diffuseurs de phéromones et qui vont attirer des insectes d'une espèce donnée et qui vont permettre d'estimer. Alors, je suis bien là, excusez-moi. Qui vont permettre d'estimer des populations d'insectes dans le temps et dans l'espace. Alors, ça c'est utilisé depuis un certain nombre d'années, comme je l'ai dit, mais ça peut présenter un certain nombre de difficultés et de problèmes. Une des difficultés, c'est de maintenir, d'abord de disposer des phéromones, de les avoir identifiés, de les produire. Ça peut être assez cher. Et puis aussi, il faut maintenir des taux de diffusion, à la fois quantitativement et qualitativement. Une phéromone, c'est un mélange très spécifique de composés phéromonaux. Et puis ensuite, ça demande beaucoup de travail, d'identification et de capture d'insectes piégés.
Alors, le paradigme innovant de Ferrosensor, c'est non plus de capturer les insectes, mais détecter la phéromone à l'aide de pièges, à l'aide de capteurs qui vont détecter à distance la phéromone. Et ça présente un certain nombre d'avantages potentiels. Une mesure en temps réel de la présence de phéromones, donc de la présence des insectes. On se passe d'identification, on se passe de comptage d'insectes. Il n'y a plus de problème de stabilité de phéromones, de taux d'émission incontrôlé. Il n'y a pas d'attraction d'insectes des zones alentours vers les pièges. Il y a une indépendance des comportements d'insectes parce que pour chaque insecte, il va falloir élaborer un type de piège qui est adapté au comportement de vol, à la biologie de l'insecte. Et puis aussi, on a une localisation potentielle plus importante, plus précise des insectes, puisque finalement, un insecte qui vole, on ne sait pas d'où il vient, mais une phéromone qui est emportée par un courant d'air, eh bien, on sait d'où elle vient parce que le courant d'air, on le connaît, on peut le mesurer. Voilà. Alors, ce projet Ferrosensor, il est basé sur 3 insectes qui sont des très gros ravageurs des cultures. Le charançon rouge du palmier, la légionnaire d'automne, Spodoptera frugiperda, on vient d'en entendre parler, et le ver du cotonnier. Alors, on a choisi ces espèces parce qu'on avait une très bonne connaissance de leur communication phéromonale déjà, parce que c'est des insectes qui sont plus ou moins installés en Europe. Donc, ver du cotonnier, charançon rouge du palmier ont déjà envahi la France. Spodoptera frugiperda, on vient de l'entendre, est arrivé en Europe l'année dernière et il va arriver en France très, très rapidement, très certainement. Et puis aussi, on a des insectes qui ont des biologies très différentes. Un coléoptère qui communique avec une phéromone d'agrégation, des lépidoptères qui communiquent avec des phéromones sexuelles, voilà, des dommages aussi différents. Voilà. Et donc, ce qu'on se propose dans Ferrosensor, c'est de pouvoir surveiller la présence de tous les insectes qui communiquent avec des phéromones sexuelles ou des phéromones d'agrégation. Et ça recouvre un nombre extrêmement important d'espèces de ravageurs. Alors, le principe, c'est d'identifier, caractériser les récepteurs olfactifs. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Ces récepteurs phéromonaux qui sont très, très spécifiques, ensuite, eh bien, on va les faire s'exprimer dans des insectes particuliers, la Drosophila melanogaster. Et on a des outils de génétique qui permettent de faire exprimer ces récepteurs olfactifs dans pratiquement la totalité des neurones récepteurs olfactifs du nez de l'insecte, de l'antenne. Et donc, on se retrouve avec un insecte qui a développé une hyperacuité à une phéromone donnée. Et on peut ensuite mesurer la sensibilité de cet insecte avec une technique qui s'appelle l'électroanténographie. Voilà, une technique assez facile à implémenter. Ce dispositif que j'appelle capteur biologique, il nous sert de base ensuite pour fabriquer le capteur physique dont certains ont entendu parler hier lors de l'exposé d'Emmanuel Scorson. Donc le capteur physique, c'est là encore une couche sensible qui est fonctionnalisée avec des récepteurs phéromonaux, les mêmes qui sont exprimés dans la mouche sentinelle, et puis un transducteur qui est basé sur la technologie du diamant de synthèse. Et je reviendrai là-dessus. Alors, sur le capteur biologique, voilà, on a construit d'abord des mouches sentinelles exprimant un récepteur olfactif du charançon rouge du palmier. Donc, on a exprimé ces récepteurs dans tous les neurones qui sont dans ces petits poils que vous voyez en haut de l'antenne de la drosophile. Je ne peux pas montrer avec le pointeur, mais bon. Et donc, on a fait l'électroanténographie, et là, c'était l'extase. On a eu des réponses énormes, et puis surtout, plus important, une sensibilité vraiment... voilà, ça a marché du feu de Dieu. On a un seuil de sensibilité de l'ordre de 10 femtogrammes. Donc là, on était vraiment très, très, très contents. Bon, une espèce, c'est bien. On vérifie avec le petit cousin du charançon rouge du palmier, puisque ça marchait si bien. Et voilà, c'est une espèce assez proche, des récepteurs assez proches. Et là, on a pu reproduire les mêmes résultats. On a voilà, c'est en cours de finalisation, mais grosso modo, on a les mêmes seuils de sensibilité. Donc, on est vraiment très, très content. Ensuite, on est passé à nos lépidoptères. Et alors là, finalement, ça ne s'est pas aussi bien passé, mais ça, c'est l'avis du chercheur. On a des seuils de sensibilité qui, pour le coup, sont très, très élevés. Alors, on s'est dit, peut-être que c'est le problème de cette noctuelle du coton. Essayons d'autres insectes. On a essayé 3 autres insectes, et puis des résultats assez négatifs. Bon, alors en ce moment, ce qu'on se dit, c'est que finalement, alors voilà, je n'ai pas trop le temps de m'étendre là-dessus, mais le récepteur olfactif, c'est un
un assemblage de 2 protéines, il y a un corécepteur, et on se dit que le corécepteur de la drosophile est peut-être pas le bon pour permettre une fonction de notre récepteur. Donc on fait des expérimentations dans des systèmes hétérologues, donc ovocytes de Xénope, pour co-exprimer le corécepteur et le récepteur et voir si un assemblage de protéines particuliers permettrait une fonction meilleure des récepteurs olfactifs. Et si ça marche en ovocytes de Xénope, eh ben on fabriquera ensuite des mouches sentinelles co-exprimant ces 2 types de protéines. Alors, pour ce qui est de l'utilisation de la mouche sentinelle, finalement, le système est le suivant. Une mouche sentinelle, c'est une mouche qui exprime des récepteurs endogènes et puis un récepteur exogène, le récepteur à la phéromone. Donc finalement, pour être sûr qu'on a une réception phéromonale, on est obligé de travailler sur le couple de mouches sauvages et sentinelles. Et puis on analyse les réponses électroanténographiques à ces 2 mouches. Donc là aussi, on a utilisé l'intelligence artificielle, du deep learning, pour analyser et avoir une détection automatique des réponses électroanténographiques. Et puis ça, ensuite, on peut l'implémenter sur des microcontrôleurs, donc une électronique embarquée, pour avoir une détection phéromonale qui soit automatisée. Donc ça, c'est une façon qui fonctionne actuellement de détection. Et l'autre système qu'on se propose d'étudier, c'est de voir si on peut aussi avoir une signature comportementale de réponse aux phéromones des mouches sentinelles vis-à-vis des mouches sauvages. Voilà. Je passe au récepteur, au capteur physique. Donc, capteur physique dans lequel on combine à la fois la sensibilité des récepteurs et les propriétés du diamant. Donc, ce diamant, c'est du diamant de synthèse. C'est du carbone, il est biocompatible, on peut y greffer des protéines particulières, et puis il est très très résistant. Et donc il a comme propriété d'être un super résonateur. Et finalement, on utilise le diamant comme pour une technique de détection gravimétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir sur ce diamant des récepteurs phéromonaux qui vont se lier très spécifiquement aux molécules de phéromones. Et c'est cette différence de poids qui est minime mais mesurable qui va se traduire en un décalage de fréquence de résonance et qu'on va pouvoir mesurer. Voilà. Donc, nos récepteurs phéromonaux, on les a fait synthétiser, on a des récepteurs recombinants, donc je vais vite parce qu'il y a eu un certain nombre de tests à effectuer pour être sûr de maintenir le récepteur dans la bonne orientation, dans la bonne configuration tridimensionnelle. Et on a regardé s'il était fonctionnel. Et là, ça marche à nouveau du feu de Dieu. Et je suis très content de le dire. Voilà, c'est un bonheur pour moi aujourd'hui. Donc, eh bien, il est fonctionnel. C'est-à-dire que notre récepteur de Spodoptera frugiperda, qui s'appelle OR13, eh bien, il répond au Z9-14-acétate, la phéromone qui est censée activer ce récepteur. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il ne répond pas à 3 autres phéromones. Donc, phéromone du charançon. Mais on a pris également 2 autres phéromones qui sont très, très proches chimiquement. Et on n'a pas de réponse. Donc, on a une super sélectivité. En termes de sensibilité, on a fait des doses-réponses pour l'instant sur un récepteur qui était non purifié, où on a eu des sensibilités de l'ordre du nanomolaire. Mais là, je vais vous donner, alors, au conditionnel, sur des expérimentations tout à fait récentes qui datent d'une dizaine de jours, on a sur des fractions purifiées de ce récepteur maintenant des seuils de sensibilité de l'ordre du femtomolaire. Voilà. Donc, à confirmer, mais si c'est le cas, banco. Alors, un insecte dans la nature, eh ben, voilà, il est capable de s'orienter en temps réel vers une source de phéromones. Pourquoi ? Parce qu'il a une batterie de capteurs sur les antennes. Et voilà, on peut s'inspirer de la nature, il est difficile de la battre. Et donc, on n'attend pas, et on le savait depuis le départ, que notre capteur soit aussi sensible qu'un insecte. Et donc, ce qu'on a fait en parallèle de tous ces travaux que je viens de vous expliquer, c'est de fabriquer un préconcentrateur qui nous permet d'accumuler la phéromone qui est présente dans la nature. Un préconcentrateur qui doit être faible consommation et qui doit, pour les capteurs physiques, être capable de délivrer le stimulus en phase gazeuse, en phase aqueuse. Pardon. Donc, on a un prototype actuellement de préconcentrateur qui est disponible et prêt à être testé. Voilà.
C'est mon avant-dernière diapo, donc je vais le faire. Tout ça est lié à des traitements de données, de la modélisation, qui est informée par la biologie. Donc, une première approche qui est assez classique, c'est de prédire le panache d'odeur. Donc, on a un modèle de propagation qui est basé sur la connaissance des sources, de leur quantité, et puis la météo, en particulier le vent, le couvert végétal, le nombre d'insectes. Et là, on peut avoir une modélisation qui va de la source vers le capteur. Ensuite, on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'un réseau de capteurs, maintenant, on veut être capable de localiser l'insecte. Et ça se fait sur l'analyse des séries temporelles de détection. Et une des originalités du travail qui a été conduit ici, c'est de limiter l'incertitude dans l'afférence, dans la localisation de l'insecte, en excluant des zones, en privilégiant des habitats favoris et en prenant en compte la dynamique des populations. On est en train de valider, commencer à valider expérimentalement tous ces outils de résolution du problème inverse grâce à un prototype de AG portable qu'on va pouvoir utiliser avec les préconcentrateurs dans des systèmes de serre où on est dans une situation relativement contrôlée d'émission de phéromones. Voilà. Donc, j'en finirai avec cette diapo. Un projet qui était ambitieux, très ambitieux en raison de la dilution extrême des phéromones qui sont à détecter, qui, à l'heure actuelle, est loin, loin, loin d'être accessible aux technologies sur le marché. Mais un pari censé. Moi, je pense qu'il était censé. C'est pour ça que j'y croyais, que j'y ai poussé là-dessus, parce que voilà, il repasse sur des récepteurs qui sont uniques en termes de sensibilité et de spécificité. On a un capteur biologique qui a une sensibilité et une spécificité qui est validée pour des phéromones de charançon. Il y a un verrou à lever pour les phéromones de papillons. On est dessus. Un capteur physique qui est fonctionnel et discriminant pour une phéromone. On a une sensibilité femtomolaire à confirmer. Mais en plus, on est en train de faire fabriquer un deuxième récepteur pour valider sur une deuxième phéromone le fonctionnement de ce capteur physique. Et enfin, on a une généricité de ces capteurs, c'est-à-dire que, entre guillemets, il suffit de changer le récepteur pour un autre, pour détecter une autre phéromone et pouvoir détecter dans la nature la présence d'un autre insecte. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'animation de ce PPR, Myriam, Laure et puis Florence. Et puis, j'ai trop de gens à remercier, mais tous les membres des 6 partenaires, 5 instituts du projet. Et puis, pour la petite histoire, c'est une photo prise lors d'une AG, une visite des salles blanches dans lesquelles sont fabriqués les transducteurs diamants utilisés pour le capteur physique. Voilà, merci de votre attention.